Bonjour à tous et bienvenue pour ce tourbillon à travers l'une des crises géopolitiques les plus importantes de notre époque, le conflit russo-ukrainien. Accrochez-vous car nous plongeons tête la première dans l'année tumultueuse de 2014, là où tout a commencé. Mais d'abord, plantons le décor. Imaginez la Crimée, une péninsule ensoleillée qui s'avance dans la mer Noire. Magnifique, n'est-ce pas? Stratégiquement importante aussi. La Crimée n'est pas juste un joli paysage. Oh non, c'est un joyau stratégique, avec un port en eau chaude, Sébastopol, qui est une pomme de discorde depuis des siècles. La Russie le convoite comme un enfant dans un magasin de bonbons depuis l'arrivée de Catherine la Grande au XVIIIe siècle. Et qui peut les blâmer? C'est un emplacement de choix, contrôlant l'accès à la mer Noire et au-delà. Mais voilà le hic, l'histoire de la Crimée est complexe, un enchevêtrement d'allégeances changeantes et de luttes de pouvoir. Après des siècles sous domination ottomane, elle est tombée aux mains des Russes. Puis, d'un geste qui n'a surpris absolument personne, Staline a déporté en masse les Tatars de Crimée, le peuple autochtone, pendant la Seconde Guerre mondiale. De quoi ajouter l'insulte à l'injure. Avançons rapidement jusqu'en 1954, et Khrouchtchev, dans un moment de générosité soviétique, ou d'ivresse, selon les versions, a décidé d'offrir la Crimée à l'Ukraine. C'était une seule et même grande famille soviétique heureuse, alors personne n'a sourcillé. Du moins, pas avant l'implosion de l'Union soviétique en 1991, laissant la Crimée maladroitement perchée au sein d'une Ukraine indépendante. Avançons jusqu'en 2014, et les choses en Ukraine étaient sur le point de devenir sérieuses. Le pays bouillonnait de mécontentement, alimenté par la corruption, les difficultés économiques et un désir de lien plus étroit avec l'Occident. Puis vint l'étincelle qui mit le feu aux poudres, le président Viktor Yanukovych, un homme qui appréciait les longues promenades sur la plage et la proximité avec Poutine, décida de laisser tomber un accord commercial avec l'Union européenne au profit des bras chaleureux de la Russie. Eh bien, le peuple ukrainien, il n'en voulait pas. Des manifestations ont éclaté dans les rues de Kiev, exigeant le départ de Yanukovych. Les manifestations, surnommées la Révolution de la dignité, ont été accueillies par la force brutale des forces de sécurité gouvernementales. Mais l'esprit du peuple ne serait pas brisé. Ils ont tenu bon, exigeant le changement. Alors que l'Ukraine était au bord du gouffre, la Russie a vu une opportunité. Une opportunité de récupérer son joyau perdu de Crimée. Avec Yanukovych évincé et un gouvernement pro-occidental prenant les rênes à Kiev, Poutine n'a pas perdu de temps. Des troupes russes, arborant de nouveaux uniformes sans insigne, se sont déployées à travers la Crimée, prenant le contrôle des infrastructures clés et des bases militaires. Un référendum organisé à la hâte, condamné comme illégitime par la communauté internationale, a eu lieu. Surprise, les résultats ont montré un soutien massif pour le rattachement à la Russie. Et comme ça, la Crimée a été annexée, engloutie par son grand voisin. Mais la Crimée n'était que la partie émergée de l'iceberg. Comme si l'annexion d'une péninsule ne suffisait pas, les choses allèrent devenir encore plus compliquées dans l'est de l'Ukraine. Dans la région du Donbass, un foyer de sentiments pro-russes, des séparatistes, armés et encouragés par les actions de la Russie en Crimée, se sont soulevés contre le gouvernement ukrainien. Le conflit dans le Donbass était une affaire trouble, un enchevêtrement de guérilla par procuration, avec la Russie acheminant des armes, des fonds et des combattants à travers la frontière pour soutenir les séparatistes. L'Ukraine, luttant pour maintenir son intégrité territoriale, s'est retrouvée enfermée dans une lutte sanglante contre un ennemi alimenté par son puissant voisin. Une tragédie dans le ciel, l'abattage du vol MH17. En juillet 2014, le monde a regardé avec horreur le vol 17 de la Malaysia Airlines, en route d'Amsterdam à Kuala Lumpur, être abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine. Les 298 âmes à bord, dont 80 enfants, ont péri. La tragédie a envoyé des ondes de choc à travers le monde, soulignant le coût humain du conflit et le jeu dangereux qui se jouait dans le ciel ukrainien. Les enquêtes ont ensuite conclu que l'avion avait été touché par un système de missiles Buk, un type de système de missiles solaires que l'armée russe est connue pour posséder. La Russie, cependant, a nié toute implication, pointant du doigt l'Ukraine. L'abattage du MH17 a marqué un tournant dans le conflit, isolant davantage la Russie sur la scène mondiale et galvanisant la condamnation internationale. La réponse de l'OTAN.
Un équilibre délicat entre soutien et dissuasion. Face à l'agression russe, l'OTAN s'est retrouvée sur la corde raide. D'une part, l'Alliance s'est engagée à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. D'autre part, elle était pleinement consciente des risques d'escalade, de tomber dans une confrontation directe avec une Russie dotée d'armes nucléaires. La réponse de l'OTAN a été un équilibre délicat entre soutien et dissuasion. L'Alliance a renforcé sa présence militaire en Europe de l'Est, déployant des troupes et du matériel pour rassurer ses membres les plus à l'Est. Elle a également fourni à l'Ukraine une aide financière, une formation militaire et du matériel non létal. L'ombre portée du conflit. Ramifications mondiales et avenirs incertains. Le conflit en Ukraine a envoyé des ondes de choc bien au-delà des frontières des deux pays. Il a brisé l'architecture de sécurité post-guerre froide en Europe, ouvrant une nouvelle ère de méfiance et de tensions accrues entre la Russie et l'Occident. Le conflit a également eu de profondes conséquences économiques, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et contribuant à la hausse des prix de l'énergie. De plus, le conflit a exacerbé les lignes de faille géopolitiques existantes, enhardissant les régimes autoritaires et alimentant une vague mondiale de nationalisme et de populisme. Le monde regardait avec impatience, incertain de ce que l'avenir réservait. Une lueur d'espoir. Cessez le feu et chemin vers la paix. Avançons jusqu'en 2025, et il y a une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, à l'horizon. Un cessez-le-feu de 30 jours, négocié par des médiateurs internationaux, est en vigueur. C'est un petit pas, mais un pas significatif néanmoins. Les négociateurs des deux côtés se réunissent en Arabie Saoudite, essayant de conclure un accord de paix durable. Le chemin vers la paix est long et ardu, jonché des débris de promesses brisées et de rêves brisés. Mais le cessez-le-feu, aussi ténu soit-il, offre une lueur d'espoir, une chance pour que la diplomatie l'emporte sur la violence. La communauté internationale observe attentivement, espérant contre tout espoir que cette fois, la paix pourrait avoir une chance de l'emporter. Le récit en cours, regardez vers l'avenir dans une période d'incertitude. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Le conflit russo-ukrainien nous rappelle brutalement que l'ère de paix et de stabilité de l'après-guerre froide est bel et bien révolue. Nous vivons dans un monde où l'ordre international fondé sur des règles est menacé, où la force prime souvent sur le droit. Le conflit en Ukraine est loin d'être terminé. C'est une crise complexe à multiples facettes, sans solution facile. Mais une chose est sûre, le monde regarde, et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. L'issue de ce conflit aura de profondes implications pour l'avenir de l'Europe, et même du monde.